Bon, camarades, on va commencer, je pense, le meeting de la Ligue trotskiste. Pourquoi la Chine n'est pas impérialiste? On voit à l'Assemblée que c'est une question qui vraiment domine un peu la politique aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à mon camarade Sacramento. Il va parler pendant une demi-heure, une petite demi-heure environ. Suite à quoi on va avoir un débat où on invitera évidemment tous les camarades à prendre la parole. Voilà, donc je passe la parole à Sacramento. Merci. Euh, L'impérialisme américain sème le chaos partout dans le monde. Il est en plein offensif pour renforcer son hégémonie. Le principal obstacle sur son chemin est aujourd'hui la République populaire de Chine. Pendant les 30 dernières années, alors que les puissances impérialistes se désindustrialisaient, leurs économies devenant de plus en plus parasitaires, la Chine a au contraire développé une énorme capacité industrielle et militaire qui lui permet aujourd'hui de rivaliser avec l'impérialisme américain. Le prolétariat chinois est devenu l'élément le plus puissant du monde, une armée de centaines de millions d'ouvriers industriels. L'offensive actuelle des États-Unis cherche avant tout à isoler et affaiblir la République populaire. En France, nos propres impérialistes de troisième rang, encore plus parasitaires que les Américains, se rangent nécessairement derrière Trump. Le conflit opposant les États-Unis à la Chine est ainsi la question centrale de nos jours et sa résolution façonnera toute une période historique. L'enjeu est clair. Si les États-Unis réussissent à servir à nouveau la Chine, cela donnerait un nouvel élan au système impérialiste pourrissant et nous subirons à nouveau, aux quatre coins du monde, les exactions de la domination incontestée des impérialistes américains, probablement pendant des décennies. Personne ici ne souhaite un tel résultat. La tâche des communistes à ces moments historiques est de construire un pôle prolétarien internationaliste contre l'impérialisme américain qui précipite la civilisation humaine dans une spirale mortifère, et la Chine est centrale dans ce combat. Une défaite des impérialistes à de la République populaire renverserait les rapports de force en faveur du prolétariat international et donnerait un énorme élan à la lutte des classes sur toute la planète. Néanmoins, la position des lois majoritaires dans la gauche est que la Chine est impérialiste. Dans le cas de la gauche trotskiste, cette position est présentée comme une ligne radicale et inflexiblement anti-impérialiste. Je vais essayer de démontrer au long de cette présentation qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est une capitulation devant la propagande de l'impérialisme occidental et japonais. Pour démontrer que la Chine serait impérialiste, les organisations trotskistes citent d'habitude la définition donnée par Lénine de l'impérialisme comme l'ère des monopoles, de l'exportation des capitaux, de la lutte entre une poignée de puissances pour la répartition du monde entier. Ces organisations pointent aux milliardaires chinois et citent abondamment des chiffres montrant les investissements des monopoles chinois en Afrique, en Amérique latine ou même en Grèce. Le NPR et le NPA partagent tous les deux la position que la Chine est impérialiste. Le NPA l'exprime très clairement. Il dit, si l'exportation des capitaux est bien un critère décisif, alors la Chine est impérialiste. C'est ça le NPA. Donc voilà, pas besoin d'y réfléchir plus. Donc tout le monde cite Lénine, mais en se débarrassant de sa méthode. Les travaux théoriques de Lénine sur l'impérialisme avaient un but clair, unifier le prolétariat international par la rupture avec l'opportunisme au sein du mouvement ouvrier qui enchaînait les travailleurs à leur propre bourgeoisie. Ce n'est pas par hasard aujourd'hui la notion de l'impérialisme chinois fait consensus parmi les idéologues, politiciens et commentateurs bourgeois, ainsi que parmi les bureaucrates syndicaux. C'est parce que c'est contre la Chine qui se dirigent les efforts des impérialistes occidentaux. Indépendamment des intentions des organisations trotskistes, les théorisations sur l'impérialisme chinois servent de nœud idéologique pour maintenir les travailleurs sous l'influence de l'opportunisme
et ainsi fomenter la division au sein de la classe ouvrière internationale. C'est, bref, tout le contraire du combat de Lénine. Mais analysons donc clairement les arguments des organisations trotskistes. C'est vrai que la Chine a d'énormes intérêts économiques à travers le monde, qu'il y a pas mal de milliardaires en Chine, et que la politique étrangère et la politique économique de la Chine sont guidées par les intérêts des capitalistes chinois et des quatre partis communistes. Mais ces facteurs ne font pas un seul de la Chine une puissance impérialiste. Aucun empire dans l'histoire du monde n'a jamais tenu sur la seule base de sa puissance économique. L'impérialisme a besoin de la force militaire comme le feu a besoin d'air. Si la Chine a la deuxième armée la plus puissante du monde, elle ne l'a pas utilisée depuis 1979. Trump avait à peine revenu à la Maison-Blanche quand Marco Rubio a posé au gouvernement panaméen le choix suivant: réduire l'influence de la Chine sur le canal ou subir les conséquences. Qu'est-ce que la Chine a fait en réponse? Rien. Les Américains ont kidnappé le président vénézuélien Maduro et pris contrôle du pétrole du pays, un allié et fournisseur de la Chine. Qu'est-ce que Xi Jinping a fait? Rien. Les États-Unis et Israël ont dévasté l'Iran, un autre allié crucial de la Chine. La réponse chinoise exigeait un cessez-le-feu et la réouverture de l'étroit de Hormuz. Elle n'a rien fait non plus pour soulager Cuba, laquelle se trouve dans une situation de plus en plus désespérée face à l'étranglement de l'impérialisme américain. Ce n'est pas comme ça qu'une puissance impérialiste défend ses intérêts. La Chine n'est simplement pas en train de se battre pour l'hégémonie mondiale. Au contraire, elle cherche en vain de s'accrocher à l'ancien ordre libéral dominé par les États-Unis, sous lequel elle s'est développée pendant 3 décennies. Elle cherche à apaiser et convaincre les Américains. Là où la plupart des trotskistes dénoncent l'impérialisme chinois, nous dénonçons au contraire l'inaction de la République populaire face aux exactions des impérialistes occidentaux. L'impérialisme signifie aussi l'asservissement des pays sous-développés par une poignée de puissance, par la force, par la guerre. Mais la Chine n'opprime aucun pays en dehors de ses propres frontières. En particulier pour les militants trotskistes en France, il est franchement social chauvin de dénoncer l'impérialisme chinois en Afrique. Malgré les investissements chinois dans ce continent et la politique anti-ouvrière de ces conglomérats, ce n'est pas la Chine qui domine chaque aspect de la vie sociale et politique de ces pays. Ce sont les impérialistes occidentaux, et notamment la France, qui ont ravagé et asservi le continent africain pendant des siècles et qui continuent à le faire. Si l'armée française a été chassée récemment de plusieurs pays africains, ces entreprises se maintiennent. Le franc CFA est toujours la monnaie des 14 pays africains. À travers l'Union européenne, les impérialistes français continuent à piller et à endetter les pays d'Afrique. JP Morgan, Bank of America, le Crédit Agricole, la BNP Paribas et la Société Générale. Et l'on signalait aussi que les 4,9 milliards de dollars d'investissement chinois en Afrique en 2021 équivalaient à l'époque aux investissements du groupe américain Pepsi pour le seul Mexique. Pendant que l'impérialisme américain se déchaîne partout pour réaffirmer son hégémonie, il est absurde et en fin de compte réactionnaire de mettre un trait d'égalité entre les États-Unis et la Chine. Les courants révolution permanente se rendent compte qu'il y a un problème là-dessus. Ses camarades critiquent donc ceux dans la gauche qui maintiennent que la Chine est carrément impérialiste. RP propose deux possibles définitions plus nuancées de la Chine actuelle. Je cite: un impérialisme dont le processus de construction et de formation n'est pas encore achevé, ou bien un État capitaliste en pleine ascension avec des traits impérialistes. Au-delà de l'analyse abstraite,
L'important sont les conclusions politiques qu'on en tire, c'est-à-dire les tâches pour les révolutionnaires dans la période à venir. RP est très clair. Il cadre compte des nuances au sein de leur organisation et, je cite, il refus de toute prise de position qui apporterait un soutien à la Chine dans sa confrontation avec les puissances impérialistes. Fin de citation. La distinction entre impérialiste carrément et quasi-impérialiste ne mène donc à aucune implication politique et RP finit par renvoyer dans la pratique, il aussi, dos à dos l'impérialisme américain et la République populaire. Aux États-Unis, les militants de Yes Boys devraient être un peu inconfortables avec l'impérialisme. Jusqu'à récemment, le ouvert, tout en considérant que la Chine est capitaliste, une position dont je reviendrai tout à l'heure, prenait position correctement pour la défense de la Chine face aux impérialistes. Je vais citer abondamment Hulot parce que tout simplement me paraît excellent. Lors de son congrès fin 2024, Hulot avait résolu sans ambiguïté, je cite, aujourd'hui, dans une guerre qui serait déclenchée par l'impérialisme américain contre la Chine, nous serions dans le camp de la Chine. Bravo, camarades. Hulot avait aussi quelques mots à dire tout à fait justes aux théoriciens de l'impérialisme chinois qui basent leurs analyses sur l'exportation des capitaux. Hulot écrivait en 2023. Les Qatars qui s'est approprié le PSG est-il pour autant une puissance impérialiste? L'impérialisme, c'est la mobilisation des forces armées pour défendre les intérêts économiques des grands groupes capitalistes nationaux qui exportent massivement leurs capitaux. La Chine est bien capable de prêter de l'argent à tel ou tel pays pour qu'il passe commande à des entreprises chinoises. Mais c'est l'État qui les fait, pas des banques privées. Et la Chine n'a encore jamais projeté de forces militaires à l'extérieur de ses frontières pour imposer le respect d'accords commerciaux ou le remboursement de prêts. Elle en est réduite à pratiquer le soft power, c'est-à-dire à convaincre et à servir, là où l'impérialisme lui laisse des espaces, comme en Afrique, quand il s'en détourne. Fin de citation. En parlant des provocations américaines dans la mer de Chine méridionale, Hulot disait aussi en 2023. Les commentateurs ont la bouche remplie des menaces de l'impérialisme chinois. Mais on n'a encore jamais vu cette dictature, si féroce qu'elle soit pour sa propre classe ouvrière et ses propres opposants politiques, envoyer un destroyer dans la baie de San Francisco pour réglementer la circulation. C'est excellent tout ça. Malheureusement, Hulot semble être en train de faire demi-tour pour rejoindre les rangs des détracteurs de l'impérialisme chinois. Suite à son congrès de décembre dernier, Hulot a écrit, je cite, la Chine est-elle ou non impérialiste? Cette question a fait l'objet de nombreuses questions parmi nous. Fin de citation. Jusqu'à présent, la question reste sans réponse en ce qui concerne le ouvert. Nous espérons que les militants de Hulot vont reconsidérer sérieusement cette question. À l'exception notable de Hulot, la plupart des organisations trotskistes, ou contre lui-même, considèrent que la révolution chinoise de 1949 a établi un État ouvrier déformé, c'est-à-dire un État qualitativement similaire à l'Union soviétique après sa dégénérescence stalinienne. Alors cela pose un problème à ceux qui maintiennent que la Chine est devenue impérialiste ou quasi-impérialiste. Quand est-ce que la contre-révolution a eu lieu? Pour RP, c'était un processus graduel et continu allant des réformes des marchés introduites par Deng Xiaoping dans les années 70 jusqu'à l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. En 5 ans de contre-révolution, la plupart d'entre nous, ou bon, au moins une partie d'entre nous, avant c'était témoin de la contre-révolution en URSS et en Europe de l'Est. Ce n'était pas difficile de remarquer que quelque chose d'important était en train de se passer, soit qu'on habitait en France, au Mexique ou en Chine. C'était un point de rupture violent entraînant une catastrophe humanitaire
des guerres fratricides, le démantèlement de l'ancienne base industrielle. Tout le tissu social a été déchiré. L'ancienne armée rouge soviétique s'est effondrée. Les anciens symboles, drapeaux, hymnes nationaux, monuments, etc. ont été détruits. La législation complètement transformée. Or, rien de cela ne s'est passé en Chine. Il n'y a eu aucun point de rupture en Chine. Au contraire, les bureaucrates chinois ont consolidé leur pouvoir après la répression brutale à Tiananmen en 1989. En intégrant l'économie chinoise à l'ordre libéral et en disciplinant la classe ouvrière avec une main de fer, ils ont réussi à développer énormément le pays. On peut comparer la politique chinoise de ces dernières décennies à la nouvelle politique économique sous la direction de Staline. Vous vous rappelez du mot d'ordre de Bukharin, enrichissez-vous. Donc je suis avec Kulak s'est développé au point de menacer l'existence même de l'État ouvrier soviétique. Les staliniens ont fait un brusque virage à gauche, appliquant de façon brutale et bureaucratique le programme économique de l'opposition de gauche trotskiste. Ce qui a conduit à la collectivisation forcée, justifiée politiquement par la théorie de la troisième période. Dans les années 1920, les impérialistes n'avaient pas envie d'investir en URSS et la NEP a été réduite essentiellement à la campagne. Au contraire, il y a 30 ans, après la chute de l'URSS, les impérialistes ont considéré à tort que la chute de la République populaire était une simple question de temps et ils sont y investis allègrement. Et le socialisme avec caractéristiques chinoises est une NEP élevée à la puissance 3. Sur cette base, la Chine s'est développée énormément, mais en contrepartie, la politique de la bureaucratie a permis aussi le développement d'une grande bourgeoisie nationale au sein de l'État ouvrier. Cela, évidemment, pose une menace à l'existence même de la République populaire. Les capitalistes chinois sont conscients du fait que cet État n'est pas le sien. Il s'agit du même État qui les a expropriés en 1949. La législation chinoise sacralise formellement la propriété privée et le socialisme en même temps. Mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas seulement que les banques et l'industrie lourde sont toujours nationalisées, et même si cela est important, au sein même des entreprises privées, ce sont les comités du PCC, pas les actionnaires majoritaires qui prennent les décisions. Un actionnaire majoritaire, un milliardaire, risque de perdre ses investissements du jour au lendemain et même disparaître lui-même s'il essaie d'agir en contrevenant les directrices du parti. Il n'est pas exclu que face à la menace contre-révolutionnaire des capitalistes chinois soutenus par l'impérialisme américain, le PCC fasse un virage brusque à gauche et exproprie la bourgeoisie à nouveau. La question centrale est précisément l'État. En tant que trotskistes, nous savons tous que l'État est la manifestation de ce fait que les contradictions de classe sont inconciliables, que l'État est un organisme de domination d'une classe déterminée qui ne peut pas s'être réconcilié avec son antipode. En 1930, Trotsky expliquait que ceux qui affirmaient que l'État soviétique s'était transformé graduellement d'État prolétarien en État bourgeois ne faisait que dérouler en sens inverse le film du réformisme. En effet, les réformistes soutiennent qu'on peut passer graduellement par des réformes du capitalisme au socialisme et les flics et les généraux accompagneront cette transformation pacifiquement. Similairement, mais sans sens inverse, soutenir que la Chine est passée de la dictature du prolétariat même déformée au capitalisme équivaut à affirmer que le même État a réussi à défendre la dictature de deux classes antagonistes. L'autre vert a une position assez unique dans la gauche. Selon Hello, la Chine a toujours été capitaliste et la révolution de 1949 était une révolution bourgeoise.
L'argument est simple. Puisque ce n'était pas le prolétariat dirigé par son parti révolutionnaire qui a fait la révolution, alors il ne peut pas s'agir d'une révolution socialiste. C'est du pur formalisme. Au-delà de cette idée, on peut l'appeler une révolution sociale, socialiste, etc. Au-delà de cette étiquette, avec l'écrasement des armées de Chiang Kai-shek en 1949, l'armée rouge de Mao a détruit l'ancien appareil de l'État. Les capitalistes se sont enfuis à Taïwan et ceux qui ont resté ont été expropriés. Le nouvel appareil d'État a établi une économie planifiée et centralisée. C'est une drôle de révolution bourgeoise, la chinoise. Enfin, des développements similaires ont eu lieu en Yougoslavie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et plus tard aussi au Vietnam et à Cuba. Ces révolutions dirigées par des partis petits bourgeois staliniens ou démocratiques radicaux comme le mouvement 26 juillet de Castro ont posé de sérieux problèmes théoriques aux trotskistes. Et les différentes perspectives en réponse ont fini par diviser profondément la quatrième internationale. Le collapse de la quatrième internationale reste un débat crucial, mais cela dépasse largement le but de notre discussion aujourd'hui. En fait, dans le programme de transition, Trotsky avait prévu la possibilité théorique de tel développement peu vraisemblable à l'époque. Il écrit: il est cependant impossible de nier catégoriquement par avance la possibilité théorique. Je sais que, sous l'influence d'une combinaison tout à fait exceptionnelle de circonstances, guerre, défaite, traces financières, offensive révolutionnaire de masse, etc., des partis petits bourgeois, y compris les staliniens, puissent aller plus loin qu'ils ne le veulent eux-mêmes dans la voie de la rupture avec la bourgeoisie. C'est précisément ce qui s'est passé en Chine en 1949. Le raisonnement simpliste de Hello pose plus de problèmes qu'il ne résout. Le développement économique de la Chine ces 30 dernières années est inédit dans l'histoire de l'humanité. Comment est-il possible qu'un pays semi-colonial profondément arriéré ait pu se développer à un tel point sur la base du capitalisme? Comment a-t-il réussi à briser les jours de l'impérialisme étranger? Pour Hello, ce serait grâce à un régime bonapartiste et nationaliste, une forme de capitalisme d'État similaire, et plus fort évidemment, mais similaire qualitativement à celui de Nasser en Égypte, par exemple. De tels régimes capitalistes ont aussi existé ailleurs dans le sud global, comme celui de Cardenas au Mexique ou de Perón en Argentine. Mais tous ces pays restent des pays semi-coloniaux sous-développés, opprimés par l'impérialisme. Il faudrait bien admettre que quelque chose de qualitativement différent s'est passé en Chine. Pour conclure, pour construire un parti révolutionnaire en Chine, il est crucial que les trotskistes soient capables de s'adresser au prolétariat chinois. Dire à ces centaines de millions de travailleurs, beaucoup d'entre eux militants du Parti communiste, qu'il n'y a rien à défendre, qu'il n'y a rien de progressiste dans la République populaire, ne peut que discréditer le trotskisme aux yeux des travailleurs chinois et de les pousser dans les bras des staliniens ou pire. Il faut défendre inconditionnellement les acquis de la révolution de 1949 contre les impérialistes et les capitalistes chinois. Pour cela, il faut dénoncer chaque trahison des bureaucrates staliniens. Il faut montrer aux travailleurs comment leur recherche des staliniens d'une illusoire coexistence pacifique avec l'impérialisme, ainsi que leur accommodation et interpénétration avec les capitalistes en Chine elle-même, sapent la défense de l'État européen. Il faut montrer comment leur politique étrangère trahit la lutte anti-impérialiste partout dans le monde et discrédite la République populaire aux yeux des travailleurs et des paysans de toute la planète, en particulier dans le sud global. Comme c'était auparavant le cas en URSS, la principale tâche politique en Chine reste malgré tout le renversement de la bureaucratie stalinienne elle-même
par aux révolutions politiques, parce que le prolongement de sa domination ébranle chaque jour davantage les éléments socialistes de l'économie et accroît les chances de restauration capitaliste. Tout simplement, on ne peut pas avancer dans ce combat sans se positionner inflexiblement pour la défense de la République populaire face à l'impérialisme. Merci, camarade. Donc, on va passer à la période de discussion. Donc, on a une bonne demi-heure. Donc, je vous propose d'avoir un tour de discussion d'environ 3 minutes par intervention. Je vais vous demander, dans la mesure du possible, je vois qu'il y a plusieurs différentes organisations qui sont là. Peut-être que chaque organisation puisse prendre la parole une seule fois, de façon à ce dans un premier temps, de façon que tout le monde puisse, toutes les organisations puissent intervenir et à toutes les personnes qui le demandent, et aussi à nos camarades de pouvoir répondre, et aux camarades qui ont fait la présentation aussi de faire ces interventions. Donc voilà, je vois quelqu'un là. Oui, bonjour camarade. Moi, il y a un point qui m'a fait tiquer, c'est que je suis un peu dérangé par l'analyse selon laquelle la Chine, elle ne priverait aucun pays hors de ses frontières. Le social-impérialisme chinois, aujourd'hui, il est certes en lutte avec l'impérialisme US, mais du coup, nos camarades, notamment aux Philippines, le constatent, c'est que dans le cadre de cette lutte inter-impérialiste, il y a une politique expansionniste, notamment en mer de Chine méridionale. La Chine, elle attaque des bateaux de pêcheurs philippins, elle empêche le peuple philippin de pêcher dans des zones qui sont riches en ressources, alors que la pêche, c'est un élément essentiel. C'est quand même 2,3 millions de Philippins qui vivent des revenus de la pêche et qui aujourd'hui ont vu leurs revenus décroître de 60 à 70%. Ça entraîne une immigration massive, contrôlée en plus, qui aide le gouvernement philippin, qui est un gouvernement fasciste. À côté de ça, en Inde et au Bhoutan, il y a quand même la création de plus de 600 colonies dans lesquelles ils installent des installations militaires de manière à se préparer à défendre, déjà de manière à assurer une hégémonie dans la zone et à défendre, en fait, à se défendre dans le cadre d'une guerre justement ouverte contre l'impérialisme américain. Enfin, je suis complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, on doit lutter prioritairement contre l'impérialisme hégémonique qui est l'impérialisme américain. Et on le voit par ce qu'il fait sur les territoires de Palestine, par ce qu'il fait en Amérique du Sud. Mais pourquoi refuser de regarder la réalité du social-impérialisme chinois au risque de pénaliser la justesse d'une analyse aux dépens des peuples opprimés par la Chine, que ce soit le peuple philippin, le peuple indien, bhoutanais, ou encore même les différentes nations qui sont internes à la Chine, qui, on le rappelle aujourd'hui, mènent des politiques raciales pour discriminer les ethnies qui ne sont pas les armées. Moi, c'est plutôt une question pour rebondir sur ce que vous avez dit. Du coup, si on part du principe que la Chine n'est pas un pays impérialiste, comment est-ce qu'on analyse son implication à Taïwan ou à Hong Kong? Et pareil pour les sociétés militaires privées qu'elle utilise, parce qu'en gros, elle essaye de suivre le principe de non-ingérence et de jamais être impliquée directement. Malgré tout, elle négocie, elle enrôle des milices privées dans les territoires où elle veut avoir une assise militaire. Donc c'est de façon un peu plus indirecte, mais malgré tout, elle a quand même une implication qui est assez organisée autour de l'État chinois. Ils ne sont pas des organisations complètement autonomes, quoi. Ils sont malgré tout sous la coupe de l'État chinois. Ouais, il y avait les deux là. Là derrière. Bonjour à tous et à tous.
Euh, c'est ça que je suis parti de lire pour la 4e internationale et je viens de lire quelques passages intéressants de la LCI. Bien qu'il affirme que la Chine n'est pas capitaliste, il refuse de considérer que la guerre menée par les impérialistes européens contre la Russie constitue une étape dans la guerre contre la Chine. Et en ce sens, ils finissent par s'allier aux impérialistes contre l'État ouvert chinois. Je viens également de lire votre dernière brochure adressée à l'extrême gauche. Qu'est-ce que cela signifie, l'extrême gauche? La perspective d'un véritable noyau révolutionnaire réside dans les appels lancés à la classe ouvrière et dans les programmes de sa direction révolutionnaire, et non dans une barre extrême gauche pour se liquider dans les fronts populaires de Mélenchon. Ils disent se soucier de l'image des trotskistes, laissant croire que l'apparence est plus importante que les programmes. C'est là un homme, l'opportunisme. Et ils voudront l'appliquer aussi bien en Chine qu'en France et au Mexique, d'où je viens. La question de savoir quoi faire fait à nouveau partie de la question du parti et donc de la question du programme. Mais le programme n'a aucune valeur pour la LCI. Nous, à la Ligue pour la 4e internationale, continuerons à défendre les vieux drapeaux contre les nouvelles formes d'opportunisme déguisées en phraséologie révolutionnaire. Merci. Bonjour, je suis Gabriel de la Ligue communiste internationale, donc camarade des camarades de la LTF. Je veux m'adresser à tous les camarades ici. Et c'est clair, si on regarde la situation actuelle, que l'extrême gauche n'a pas été à la hauteur de la tâche dans les dernières décennies. Il faut se demander, quelle était l'erreur principale de l'extrême gauche dans les dernières décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Selon nous, l'erreur principale, c'est d'échouer de voir le rôle central de l'impérialisme américain dans le monde. Et une des conséquences de cette capitulation, c'est de ne pas défendre l'Union soviétique contre la contre-révolution, la position trotskiste orthodoxe. Il est essentiel qu'aujourd'hui, nous ne répétons pas ces erreurs. Il faut comprendre, regardez les nouvelles tous les jours. Qui cause le chaos dans le monde? C'est les États-Unis. Et qui est allié aux États-Unis? C'est la France. C'est la Grande-Bretagne. C'est absolument absurde de mettre sur le même plan le rôle que la Chine joue dans le monde et le rôle que les États-Unis jouent. La camarade a parlé des Philippines. Parlons des Philippines. Qui a opprimé les Philippines? Toute l'histoire des Philippines. Qui a des bases militaires aux Philippines? C'est les États-Unis. Oui. Alors, écoutez, camarades, on ne dit pas qu'on est d'accord avec la politique du Parti communiste chinois. On ne dit pas qu'on est d'accord avec la politique du Parti communiste chinois par rapport aux pêcheurs philippins. En fait, on la dénonce. On a des camarades aux Philippines. Et ce qu'on dit, c'est que les travailleurs des Philippines et les travailleurs chinois doivent s'unir pour jeter les impérialistes américains du Pacifique. Voilà la position trotskiste. Parlons de Taïwan. Qui opprime Taïwan? Qui est la puissance qui domine Taïwan aujourd'hui? C'est les États-Unis. C'est une néocolonie des États-Unis. Et parce que les contre-révolutionnaires chinois sont allés se réfugier là-bas. Alors nous, on dit qu'il faut finir le travail et avoir une révolution politique en Chine et une révolution prolétarienne à Taïwan où les deux peuvent s'unir en fraternité prolétarienne. Merci, Carmen. International, c'est sûr que On a déjà eu, laisse la parole à d'autres camarades. Oui, Mélanie, c'est l'extrême groupe à Mélanie, il y a quelqu'un qui doit réussir. Simplement, plus globalement, moi, ce qui me gêne dans
dans ce positionnement sur le rôle qu'occupe la Chine aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est toujours la continuité du colonialisme. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne dérange pas les gens en France d'être dirigés par des Américains, parce qu'en fait, c'est un impérialisme européen, c'est un impérialisme occidental, et en réalité, il y a toujours derrière cette idée que les Américains, c'est quand même des démocrates, et même si on n'est pas d'accord avec eux, ils sont contrôlables. Pourquoi? Parce que c'est des Occidentaux. Les Chinois, c'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. C'est en fait l'émergence d'une grande puissance, d'une bourgeoisie nationale, voire même d'une grande puissance dans le monde. Oui, mais c'est des gens qui ne sont pas occidentaux. Et ce discours-là, en fait, moi, la manière dont je le ressens, quand on parle par exemple de choses sur le massacre des supposées minorités en Chine, tout à l'heure j'ai entendu quelque chose sur les Han, il faut quand même savoir que les Han en Chine, c'est 98% de la population. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres personnes doivent être maltraitées ou massacrées, mais il faut aussi faire attention quand vous allez prendre des informations qui sont sur Google et qui sont prises par des prismes de médias occidentaux, à essayer aussi de vérifier vos sources avec d'autres informations. Parce que le prisme que vous avez ici, quand vous dites qu'il y a des massacres en Chine, vous avez été vérifié? Vous avez été vérifier vos informations auprès de qui? Auprès de BFM TV? Enfin voilà, je sais pas. Donc c'est bien de vouloir critiquer la Chine. Moi je peux même... Alors, la nouvelle expression à la mode, c'est gênant, elle m'a dit. Oui, c'est gênant, tu sais, c'est l'expression des jeunes, maintenant c'est gênant. Oui, excuse-moi, j'ai pas bien à l'époque que toi, j'ai pas le même positionnement, c'est peut-être un peu rude. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que, y compris, tu sais, moi je suis d'origine maghrébine, et je peux te dire qu'en Algérie, la Chine, elle a construit des infrastructures comme jamais l'impérialisme français n'a pu le faire en 2 siècles. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Hamza, je suis militant de Socialisme Loire-Paris. Donc, je suis un peu en désaccord avec ce qui a été dit pendant le topo. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes et qui doivent être évoqués. D'abord, je pense que vous avez une mauvaise caractérisation de la révolution chinoise. Nous, on voit que c'est une révolution qui a quand même été anticapitaliste. Le capitalisme a été dégagé de Chine, mais c'est pas une révolution socialiste. Le communisme n'a jamais été mis en place en Chine. C'est simplement une bureaucratie qui a mis le pouvoir. Donc nous, on ne considère pas du tout ça comme un État ouvrier aussi dégénéré qu'il puisse l'être. C'est juste un État centraliste bureaucratique. Et à aucun moment, la classe ouvrière chinoise elle n'a pris part à ce processus. Soutenir ça aujourd'hui, c'est pas être trotskiste au XXIe siècle, c'est revendiquer en partie l'héritage du stalinisme, parce qu'on n'est plus du tout à l'époque en fait où on doit défendre l'Union soviétique parce qu'elle est là juste à côté. Ça c'est fini, on peut plus revendiquer ça aujourd'hui. Moi, je continue une question qui a déjà été posée. C'est qu'est-ce que vous faites des minorités ethniques qui sont opprimées par la Chine? Qu'est-ce que vous faites de Taïwan, de Hong Kong, des Ouïghours et de toutes les minorités du pays? La Chine maoïste, elle a continué les oppressions de l'Empire chinois en reprenant ses frontières. Aujourd'hui, en Chine, il y a des régions internes au pays qui sont comme des colonies. L'expansion de la Chine qu'elle fait aujourd'hui dans l'Indo-Pacifique par les voies marines pour l'accaparement des ressources naturelles, ça c'est une forme d'impérialisme. La question des ressources naturelles, elle est quand même ultra majeure. Moi je pense dans la situation actuelle, c'est impossible de ne pas caractériser ça comme étant quelque chose d'impérialiste. La Chine, c'est un impérialisme en construction. Moi, je pense que c'est là qui vient le problème, vous, de votre définition, si vous considérez que la Chine n'est pas impérialiste parce qu'elle n'a pas d'activité militaire à l'extérieur de ses frontières. Pourtant, aujourd'hui, on est dans une période de crise d'hégémonie internationale et la Chine, elle pourrait très bien envisager des actions militaires pour défendre ses capitaux. Récemment, Trump, il est allé voir Xi Jinping en Chine et il a cédé sur la Chine et Taïwan en échange que la Chine lui laisse de son côté l'Amérique à lui tout seul. Moi, je me demande quand même quand l'impérialisme hégémonique est prêt à négocier avec un pays comme la Chine, c'est quand même qu'il se rend compte qu'il y a des menaces pour son hégémonie. Et il faut savoir que quand même un impérialisme peut remplacer un autre. Jusqu'à très récemment, au XXe siècle, les États-Unis, ils n'avaient pas d'activité militaire à l'extérieur de leurs frontières. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un impérialisme. Merci. Oui, vous avez parlé très bon. Après, je vois les dossiers attendre depuis un moment. D'autres gens auront le temps. Oui, on a assez de temps. Et bon, j'ai mentionné, plusieurs camarades ont parlé déjà
et comment il est complètement absurde de mettre un trait d'égalité aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Et cette position que la Chine serait impérialiste, tout simplement, n'est pas très gauchiste, camarade. Il n'est pas très radical. Voyons juste, j'avais préparé une petite sélection des plusieurs médias bourgeois. Challenge de Bernard Arnault, Xi Jinping, l'impérialiste, repousse de se plier aux règles européennes. Un truc qui s'appelle Europe solidaire sans frontières, le déploiement international de l'impérialisme chinois. Europe 1, Bolloré si je ne me trompe pas. Nouvel impérialisme chinois. Atlantico, impérialisme et entrisme chinois. Un truc qui s'appelle le parti, la gauche républicaine, laïque, écologique et sociale. Développement de l'impérialisme chinois en Afrique. Et en plus, le sous-impérialisme de l'Afrique du Sud. Tout ça, c'est les médias et les partis et les intellectuels bourgeois. Alors, la Chine empêche les pêcheurs philippins de pêcher à la mer de Chine. Évidemment, ça c'est dégueulasse. Ça discrédite, c'est l'un des exemples que j'ai mentionné un peu en abstrait dans ma présentation de comment la politique stalinienne du Parti communiste et nationaliste discrédite la République populaire aux yeux des travailleurs du monde. Évidemment, ça ne peut, ce genre d'attitude, d'agissement, ne peut que soulever la colère des travailleurs philippins. Mais mon camarade a déjà dit, franchement, camarade, c'est qui domine les Philippines? Depuis 1898, c'est les États-Unis. C'est vrai, la Chine a construit quelques bases militaires dans des îles Spratly, ça s'appelle, je crois, en mer de Chine. Il n'a qu'une seule base militaire à l'étranger, à Djibouti, quelques centaines de soldats qui fournissent des casques bleus. Voilà, c'est tout. Et l'autre vert a écrit pas mal sur ces sujets aussi, de façon très, très correcte. Hong Kong, d'abord, Taïwan. C'est pas Taïwan. C'est pas la Chine qui opprime Taïwan, on est tous clairs. C'est les États-Unis. C'est une colonie des États-Unis essentiellement. Et Taïwan, c'est surtout une guerre civile inachevée. La bourgeoisie s'est enfouie à Taïwan. Taïwan, officiellement, en tant que je sache, s'appelle toujours République nationaliste de Chine, un truc comme ça. C'est pas une question nationale, c'est pas une autre nation. C'est la bourgeoisie qui s'est enfouie là-bas. Hong Kong était une colonie britannique, je vous signale. Les Britanniques ont laissé à la Chine fin des années 90. Bon, encore une fois, c'est la politique stalinienne. Un pays, deux systèmes qui savent la défense de l'État européen, qui posent des menaces. Et évidemment aussi, les souverains taïwanais n'ont pas trop envie de rentrer dans ces deux systèmes. Exploitation capitaliste, plus manque de perte de la bureaucratie stalinienne. C'est pas très attirant comme perspective. Bon, je voudrais peut-être quand même souligner que je voudrais encourager les militants de lutte ouvrière à prendre la parole parce qu'on a vu beaucoup de petits groupes, etc. La majorité de l'Assemblée, c'est lutte ouvrière, donc ce serait intéressant qu'ils mettent en avant leur position pour qu'on puisse un peu mieux débattre avec eux. Voilà, je vous en prie. Bonjour à tous, moi je suis Blanc Gégé. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été parlé par les camarades et les assistants, c'est que la Chine est bien impérialiste. Pardon.
Elle opprime ses minorités nationales. Elle opprime aussi, elle s'accapare des ressources de manière tout à fait honteuse en Afrique. Vous avez rappelé les éléments, mais par contre, effectivement, moi, ce qui m'a c'est tout dans l'intervention de nos orateurs, c'est que le PCC pourrait exproprier une nouvelle fois le capitalisme, alors que la clique bureaucratique stalinienne s'est transformée, s'est muée en classe capitaliste au sens propre du terme. Et ça, effectivement, nos orateurs ici, l'année dernière, le 1er mai 2025, ont envoyé une lettre au PCC, au représentant du PCC, pour dire qu'effectivement, si jamais il devait soutenir la Chine, effectivement, la Chine aurait, le PCC a la capacité, effectivement, de construire le socialisme international. Il a juste à se remettre un petit peu les bouches. Voilà. Donc, concrètement, c'est une position opportuniste. C'est une position opportuniste de dire que la Chine n'est pas un pays capitaliste d'abord, comme le montrent tous les éléments de l'ensemble de l'économie chinoise. Faut dégager, ce n'est pas un pays impérialiste. Il y a l'impérialisme américain se débat. Comme l'a dit le camarade tout à l'heure, les impérialismes peuvent changer au cours du temps. Et donc, la Chine monte en puissance. Elle n'a pas encore tous les moyens de sa puissance, mais elle le deviendra. Et donc, à ce titre-là, c'est une puissance impérialiste et ça ne fait aucun doute pour la bourgeoisie américaine. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Jadou Achille et je suis président du Conseil francilien du Mouvement de la Paix, responsable régional du Mouvement de la Paix. Je me plaçais en porte-à-faux avec pas mal de choses qui ont été dites par des intervenants dans la salle. Sauf deux ou trois. En fait, il faut quand même mesurer que non seulement aujourd'hui les États-Unis sont la principale menace contre la paix dans le monde, ça, petit à petit, on commence à le mesurer, certains commencent à le redécouvrir. Mais en plus de ça, il y a une réalité. Je vais sortir de la phraséologie trotskiste pour aller sur la question des faits. Les faits, c'est que la Chine est aujourd'hui le seul des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à à avoir un discours de paix avec des prolongements concrets. Tout simplement, ce n'est pas qu'un discours vague. C'est un pays qui historiquement, alors la Chine aurait probablement les moyens d'être une puissance impérialiste, mais en fait, elle ne le veut pas parce que historiquement, c'est pas dans la tradition politique, géopolitique et de gestion des relations internationales chinoises. Voilà. Qu'il puisse y avoir des tentations sur le sujet, peut-être, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et il y a une tradition très ancienne de la Chine de non-interventionnisme, en fait, en dehors de ses frontières. Ça, c'est une réalité. Ensuite, beaucoup des reproches qui sont faits à la Chine, à commencer par la question du traitement des minorités, est à mes yeux, des traitements des minorités ou aussi un certain nombre de choses par rapport à l'Afrique, est à mes yeux de la propagande de guerre. Tout simplement, beaucoup d'entre vous refusent de voir le degré de propagande de guerre auquel nous sommes tous confrontés dans ce pays, qui a été entre autres, voilà. Donc, il suffit de voir toutes les. Écoute, tu me laisses parler, merci. Donc, juste pour conclure, sur cette question, il faut quand même avoir conscience que oui, la Chine est victime de préjugés racistes. C'est une réalité. La Chine est aussi, du coup, le problème de beaucoup d'Occidentaux sur un plan géopolitique, c'est que la position de première puissance mondiale est en train d'échapper à l'Occident ou à d'un pays qui est vu comme occidental des États-Unis pour aller dans l'escarcelle d'un pays non occidental, la Chine. Et ça, du coup, on va revenir en force tous les préjugés racistes par rapport à la Chine et par rapport, d'une manière générale, à tout ce qui est non occidental.
Oui, la révolution de 1949 a exproprié la bourgeoisie et chassé les impérialistes. C'est ce qui a permis de la Chine de se développer. Et le développement de la Chine, ça veut dire des choses concrètes aujourd'hui. Si vous vous placez du point de vue de la classe ouvrière, des femmes, des jeunes ou autres, ça veut dire pour eux un niveau de vie qui s'est amélioré de façon incroyable. Et donc c'est ça qu'il faut défendre, c'est ça que les ouvriers en Chine doivent défendre. Ce développement s'est fait d'un certain point de vue malgré la bureaucratie. C'est le système économique en place qui a permis ce développement. Et c'est ça qu'il faut défendre contre les impérialistes. Et le meilleur moyen de le défendre, c'est effectivement d'étendre, de faire que les impérialistes soient chassés et que le prolétariat chinois chasse les bureaucrates et vienne en aide ou initie des révolutions à l'ouest. Alors ça, je voudrais revenir sur les paroles de la SCI, parce que c'est beaucoup de paroles, et regardez les actes. La SCI en Allemagne, il y a 2 ans, s'est présentée aux élections en commun avec une organisation MLPD maoïste qui a participé à la restauration capitaliste en DDR, c'est-à-dire qui était pour la contre-révolution et donc contre l'URSS, qui officiellement pense que la Chine est capitaliste, voire impérialiste, mais en tous les cas, en cas de problème de guerre entre l'impérialisme allemand et la Chine, sera neutre, c'est-à-dire laissera ces impérialistes intervenir. Donc la LCI, qui dit soi-disant défendre la Chine, s'est présentée non seulement a soutenu les maoïstes antisoviétiques virulents, mais a même carrément proposé un candidat, eu un candidat avec le MLPD à Hambourg, un docker, ex DDR, c'est-à-dire un ex-allemand de l'Est, qui s'est présenté avec une organisation qui a en fait lutté contre lui en 1989. Donc c'est simplement pour insister là-dessus, c'est-à-dire que les paroles sont une chose, les faits de ce que fait la LCI et de ce qu'a fait la LCI en Allemagne par exemple, ça n'a rien à voir avec les paroles. Alors, moi, je prends pas d'intervention aujourd'hui d'organisation quelconque. C'est simplement 2 petites choses. Alors, je comprends pas qu'on considère que la Chine ne soit pas capitaliste aujourd'hui. Alors, à titre personnel, je trouve que la révolution de 49 n'était pas tout à fait... Enfin, moi, je pense qu'elle a toujours été capitaliste. Après, chacun défendra sa position là-dessus. J'ai pas le temps de développer sur pourquoi du comment. Mais aujourd'hui, la Chine, elle exporte des capitaux. Aujourd'hui, la Chine, elle a une base à Djibouti. Je pense qu'il n'est pas question de dire que l'impérialisme dominant, c'est pas l'impérialisme des US. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant aussi, mais je pense qu'on devrait aussi réécouter Liebknecht et dire que aussi, avant toute chose, ici, on devrait critiquer l'impérialisme français surtout. Parce que c'est quand même l'impérialisme français aussi sur la propagande anti-chinoise. Bon, en fait, la Chine, oui, en fait, elle a un interventionnisme, elle a un expansionnisme, c'est absolument certain. Mais évidemment, les gens en France qui nous disent super, en fait, la Chine, c'est le grand méchant loup, avec tout un fond extrêmement raciste là-dessus en plus, c'est quand même les impérialistes et les capitalistes bien français de chez nous. Et donc, en fait, moi, pour revenir quand même sur la caractérisation de la Chine sur l'impérialisme et surtout sur le capitalisme, moi je comprends pas que la Chine ne soit pas capitaliste aujourd'hui. Est-ce qu'elle a des patrons qui sont des dégénérés ouvriers parce qu'il y a quand même des grandes multinationales en Chine. Donc moi, c'est vraiment une question que je pose, c'est comment vous caractérisez les patrons des entreprises chinoises voilà, et le fait qu'elle exporte des capitaux, notamment, y compris un petit peu en Europe, même si les Européens n'ont pas envie qu'elle le fasse, elle essaye de le faire, elle essaye de se dépatouiller. Et elle est en train de construire quelque chose, ce qui fait d'ailleurs un peu flipper les impérialistes occidentaux. Oui. Déjà, je vais commencer par revenir sur plusieurs points dont on m'a accusé. Mon camarade, je suis d'accord qu'il faut... C'est dans le nom, il y a des gens qui n'ont pas pu parler. Je suis un peu triste. Donnez raison, là. Je devrais me demander la parole.
fond, je suis un camarade de LLCI avec la Ligue CrossFit, je vais être bref. Le danger dans cette discussion, ouais, c'est notre meeting par contre. Le danger dans cette discussion, c'est de toujours tomber soit dans le camp de Xi Jinping et la Chine, ou alors dans le camp que la Chine est impérialiste. Nous, en fait, on est dans aucun de ces camps. On a une position prolétarienne. Je veux juste mentionner rapidement la question des minorités en Chine. Elle a été mentionnée beaucoup. Nous, on pense que la politique du Parti communiste est réactionnaire sur cette question et on pense qu'il y a une oppression des minorités. Mais camarades, il faut comprendre, les impérialistes utilisent cette oppression réelle pour affaiblir la Chine. On a parlé, plusieurs camarades parlent de la mer méridionale de Chine. Ça s'appelle la mer de Chine pour une raison. C'est à côté de la Chine, c'est juste dans leur jardin. Regardez sur une carte, camarades. C'est pas tellement compliqué. Moi, je trouve un peu drôle quand même de tous ces communistes français, tous ceux qui me disent la Chine est impérialiste, la Chine ceci, la Chine cela. Elle a une politique expansionniste. À quel endroit? Où est-ce que la Chine a amené des troupes pour envahir ou intervenir ailleurs que sur son propre territoire? Les camarades l'ont mentionné une fois en 1979 au Vietnam. Mais camarades, si vous voulez répéter que la Chine est impérialiste, il faut offrir des arguments. La mer de Chine méridionale? Oui, la mer de Chine. Regarde sur une carte, camarade, regarde sur une carte. En ce moment, les États-Unis construisent des bases militaires aux Philippines, en Corée du Sud, au Japon, en Indonésie, partout autour de la Chine. L'objectif des États-Unis, c'est d'asphyxier la Chine. Et vous me parlez de la Chine, camarades. On est des communistes. Notre tâche centrale, c'est de lutter contre l'impérialisme. L'impérialisme central, ce sont les Américains. Et leur politique, c'est d'asphyxier la Chine. Vous vous placez littéralement du côté de l'impérialisme américain avec cette position. Camarades, c'est peur de perdre Google et Amazon aussi. Oui, exactement. Donc, on bloque. Oui, il est 18h55. Je vais juste faire quelques remarques. Après, il faut sortir de la salle pour le prochain meeting. Juste pour bien avait pensé à la même chose. Il faut éviter le campisme. C'est vrai qu'il y a une propagande des guerres des impérialistes sur les Ouïghours, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'on soutient la politique de Staline. Alors, les camarades trotskistes comme Socialisme va parler, et qui nous dit qu'elle est impérialiste parce qu'elle opprime ces minorités nationales. Est-ce qu'il y a toujours des trotskistes qui n'étaient pas au courant que les staliniens sont chauvins et oppressifs? Et en Union soviétique, sous les staliniens, les grands Russes opprimaient les Ukrainiens, les Géorgiens, les Tadjiks, etc. Évidemment, c'est là que c'est l'Union soviétique ou la Russie soviétique impérialiste. S'il te plaît. Et en réponse, Jean camarade, on ne peut pas, tout simplement, parce que l'impérialisme français, qui est en plein déclin, et se range derrière les Américains, on ne peut pas s'opposer à nos propres impérialistes en France sans défendre la Chine, tout simplement. Et juste pour finir avec la mer de Chine méridionale, vous vous souvenez que Trump a renommé le golfe du Mexique, le golfe de l'Amérique. Imaginez que le Mexique construisait des bases militaires dans le golfe du Mexique, qui déployait des navires de guerre. Évidemment, le Mexique ne va pas le faire. Mais alors cela, permet du Mexique un pays impérialiste, évidemment que non. C'est absurde et ridicule. Et oui, je le laisse comme ça. Et je vous remercie. Nous avons beaucoup de propagande sur la Chine, sur les Ouïghours, etc. dans notre stand de la Ligue trotskiste de France. Merci.